Scène numéro 3. Pour cela, nous allons nous poser une question toute simple. Comment se crée dans la réalité quotidienne un emploi? On va donc quitter l'océan des dettes pour revenir les deux pieds sur terre et on va se laisser guider. Il est bien clair, en effet, qu'il y a sûrement quelque chose à faire, et tout de suite, et que tout homme sensé sait intuitivement le faire. Ni le cap, ni les moyens utilisés, nous l'avons vu, n'étaient bons. Aussi sophistiqués les avait-on pensés comme avec le Titanic. On était donc entré dans un piège. Il est impératif de comprendre ce piège. Mais dès qu'on se met à chercher concrètement dans la réalité économique, on découvre qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. On peut et donc on sait changer de méthode. Donc de comportement, connaître ce qu'il faut faire au bon endroit, au bon moment. Du coup, si on le sait, c'est chaque homme qui redevient acteur, chacun d'entre nous qui, en somme, possédons la clé de démarrage de la solution et même les moyens d'agir immédiatement. Ce sera jusqu'à la méthode de vivre l'économie qui devra être changée, être retrouvée, car c'est la méthode exclusivement basée sur l'échange qui doit organiser nos actes économiques. Alors toujours par cette illustration progressive de nos récits, aussi simple que la fable, nous pouvons comprendre les vraies questions qui seules peuvent conduire aux vraies réponses. Comment peut-on sérieusement agir dans un système totalement irréel? Il faut donc d'abord redescendre sur Terre pour une première vraie question. Depuis toujours dans la réalité, comment se crée un emploi de travail? Il y a donc bien une recette éternelle et donc infaillible de la création d'emplois. Illustration vérifiée par un seul petit exemple actuel. Il permet de fixer le comment du pourquoi, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler la recette évidente de la création d'un emploi. Supposez que votre fils vienne d'avoir un diplôme professionnel dans un métier agricole. Il n'a pas de terre, donc pas d'outils, pas de semences, etc. Donc rien, et vous non plus. Et sa famille, pas davantage. Vous voulez l'aider à créer son emploi, c'est bien la moindre des choses. Vous êtes des humains. Qu'allez-vous faire quand vous aurez constaté qu'aucune institution, entreprise, banque ou administration ne va lui permettre de réunir ce qui doit passer entre ses mains pour travailler? Il ne vous reste plus qu'à ameuter vos proches, amis, voisins, etc. pour réunir au moins une partie de ce qui est nécessaire à utiliser pour produire. En somme, là, plus question d'errance dans les comportements. Vous reprenez conscience qu'on doit lui avancer tout cela. Vous retrouvez le chemin de la responsabilité et de l'engagement à le faire. Et avec ces premiers engagements, peut-être pourrez-vous compléter cette demande d'un crédit bancaire pour compléter ce qui lui manquerait encore, des terres, des instruments de travail, des semences, peu importe. Bien inséré dans la vraie solidarité de partage sur laquelle reposent tous les échanges économiques, il ne fait pas de doute qu'il va pouvoir rembourser très vite ses avances. Il en obtiendra même son revenu. Il y a donc ici une partie, vous le voyez, d'un itinéraire retour. Par efficacité, il va s'apercevoir aussi des bénéfices de la fameuse division du travail, qui va être comme un appel à une nouvelle création d'emplois pour le seconder. C'est possible puisque le retour qu'on appelle le revenu, précisément, a permis de reconstituer toutes ces avances qui lui ont été données, et une personne supplémentaire va donc pouvoir trouver son emploi, etc., etc. Alors, la question « Comment peut bien se créer un emploi ?» suscite une autre question à la réponse essentielle. Vraiment, qui peut bien espérer un jour travailler sans qu'il ait été préalablement réuni quelque part tout ce qui doit passer entre ses mains et dans sa tête pour produire?
S'imaginer que cela soit possible autrement relève purement et simplement du délire. Y répondre et on entre tout de suite sur le chemin de la réalité à suivre. Quant au délire, nous le savons bien, hélas, c'est la réalité actuelle et universelle. Et pour que le travail dure et se multiplie, il faudra toujours appliquer l'itinéraire retour de bouclage de tout cycle économique. Dans cette illustration, chacun voit bien ici les trois conditions préalables essentielles de réalisation de tout emploi. Premier élément, une solidarité de base est toujours nécessaire, mais pas n'importe laquelle. Cette solidarité, c'est que tout, chacun individuellement est partie prenante. Chacun concourt même de loin à ce qui va faire émerger des emplois pour des demandes de production. Chacun agit comme dans une vraie prise de relais. C'est une vraie coopération, car tout projet d'emploi répond forcément à la demande de biens, de services utiles à faire produire à ces collectivités humaines ainsi réunies solidairement pour le travail et pour l'objectif. Ce sont donc bien également des projets de production. Et l'on a bien les deux facettes de toute constitution d'un marché, l'offre et la demande. Deuxième élément, cette solidarité, c'est pour réunir les ressources qui doivent nécessairement passer entre les mains des travailleurs pour pouvoir les multiplier. La création d'emplois a ceci de commun, pourrait-on dire avec l'amitié, d'être une des rares choses qui grandissent quand on les partage. Ce partage ne peut être réalisé que par ces échanges libres, d'autant plus libres qu'aujourd'hui, on le voit bien, ces réunions ne peuvent être réalisées qu'en s'adressant à des groupes de solidarité de plus en plus élargis, mais toujours à la base, entre des hommes appelés à se rendre tous service et réciproquement dans les échanges. Il est des lieux et des moments où cette solidarité prend brusquement une dimension impérative et même, pourrait-on dire, tragique. C'est le cas aujourd'hui, car c'est toujours cette même solution unique pour résoudre les inégalités et des déséquilibres de départ, quels qu'ils soient. Les États-providence qui ont pris la place de ces collectivités, eh bien, tels qu'on les a conçus, vivent sans doute leurs derniers jours. Enfin, troisième élément, le retour de production doit non seulement fournir le retour sous forme de revenus, mais aussi la reconstitution des avances nécessaires pour renouveler le cycle de production et même l'accroître, faute de quoi l'emploi cesserait. Le fait de devoir le faire s'appelle une vraie dette. Mais vous remarquez encore qu'il ne faut pas se tromper de tuyau retour pour la rembourser. Ça ne doit pas aller n'importe où. Pendant des millénaires, cette solidarité s'est exprimée naturellement au travers des structures familiales ou tribales. Et les règles de production imprégnaient toutes les activités. Mieux, dans la production agricole, il était évident qu'il fallait respecter une règle essentielle pour la perpétuation des emplois. Le fait de devoir reconstituer des semences obligeait le circuit retour de tout cycle économique qui seul permet la poursuite du travail. Ne pas le faire aurait conduit l'espèce humaine à la mort. Il a vraiment fallu attendre le XXe siècle pour que des gouvernements qui se proclamaient et intelligents et l'avenir de l'humanité empêchent les paysans de reconstituer leurs semences. Des famines monstrueuses en ont résulté pour tous. On comprend donc déjà en partie pourquoi le problème du chômage est finalement très récent, à peine 2 siècles. On savait qu'il n'était de richesse que d'hommes, et sûrement pas d'autre chose. Chacun constituait un partenariat pour chacun dans la constitution de son emploi. Le plein emploi est resté durant des millénaires cette réalité parce qu'il était cette évidence à rechercher pour tous et dans la solidarité. Certes, aujourd'hui, la société n'est plus paysanne,
Ces solidarités de base nécessaires aux emplois ont été détruites, mais on n'a pas su en inventer d'autres, ce qu'il faudra manifestement désormais faire. Notre appel consistera précisément à redémarrer. En tout cas, il n'y a pas si longtemps, personne ne pouvait s'illusionner ni sur ce cap à atteindre, ni sur les moyens à mobiliser pour y parvenir, ni sur le chemin à parcourir, parce que la règle des échanges s'imposait comme loi de fonctionnement de l'économie. C'est donc bien cette manière unique de créer des emplois, quelle que soit la diversité des objectifs, des choix, des situations, n'en doutons pas. Et comme on l'a oublié, on pourrait dire que la fable et le comportement des hommes dans le Titanic ont montré ces hommes incapables de répondre, de comprendre en somme que le centre de gravité de toute vie économique, c'était bien l'emploi des talents grands et petits de tous les hommes qui, entre leurs mains et dans leur tête, réalisent l'utilisation des ressources en une combinaison la mieux adaptée aux besoins de tous les hommes, et d'abord à leurs besoins, mais aux besoins de tous. Ils sont surtout incapables, en somme, d'avoir compris ce maillon manquant au départ et qui existait. Ils sont tellement dans le caprice de leurs idées qui se matérialisent dans la folie des grandeurs, la folie des grandes dettes, qu'ils veulent imposer à tous de mauvais comportements totalement inadaptés. C'est du même ordre que le caprice de Néron faisant incendier sa propre capitale. N'oublions jamais qu'il fut l'un des empereurs les plus populaires, voire adulés de son temps. C'est aussi aujourd'hui le caprice des concepteurs du Titanic, c'est le caprice des hommes soumis à cette volonté de consommation à crédit, laissant au desiderata d'une fausse société-providence, mais surtout sans engagement et respect sur la route du travail. Comment désormais y parviennent-ils? C'est une vraie question de plus. Comment a-t-on fait pour rentrer dans ce domaine de la dette? Mais rappelons-le, pour nous tous, chacun d'entre nous, nous pouvons marcher et nager à contre-courant du naufrage, voire la peine.